Dans des images comme les scènes d'attaque RR de Masters of the Air, on a parfois l'impression que des mitrailleurs de bombardiers tirent alors que des avions amis se trouvent juste derrière leur cible. Cette image pose une vraie question. À quel point le tir ami entre bombardiers était-il fréquent au combat? La réponse courte, c'est oui. Mais cela ne représentait qu'une petite fraction des dégâts et des blessures subies. Et les équipages et les commandants travaillaient sans relâche pour le rendre plus rare. Les bombardiers lourds américains volaient en formations serrées et disciplinées. Ces formations étaient conçues pour répondre à 3 impératifs en concurrence. D'abord, il fallait déposer une nappe dense de bombes sur la cible. Ensuite, il fallait pouvoir voler sur de longues distances sans épuiser les pilotes. Enfin, ces formations devaient générer des champs de tir défensifs qui se recoupaient contre les intercepteurs. Aucune formation ne pouvait maximiser les 3 objectifs. Une boîte très serrée larguait les charges les plus précises. Mais elle était plus difficile à piloter et plus vulnérable à une attaque concentrée. Une colonne verticale élevée offrait une excellente couverture de tir. Mais elle était peu pratique au moment du largage des bombes et en turbulence. Les chefs de formation fixèrent la vitesse, l'altitude et la route. Souvent, leur appareil était le seul autorisé à utiliser le pilote automatique. Tous les autres s'alignaient. Fin 1943, les techniques de bombardement à l'aveugle arrivaient à maturité et des chasseurs d'escorte à long rayon d'action devenaient disponibles. La 8e Air Force a réduit sa formation d'ailes standard de 54 appareils à une boîte de combat de 36 appareils, plus facile à gérer pour équilibrer ses compromis. Les armes sur lesquelles ces équipages comptaient étaient redoutables. La Browning M2 de calibre 50 tirait environ 750 à 850 coups par minute, jusqu'à environ 14 coups par seconde. Sa portée létale théorique atteignait environ 4 miles. Son efficacité pratique pour un tir flexible à visée ouverte était d'environ 600 yards. Cela comptait, car chaque bombardier dans une formation en boxe se trouvait dans les arcs efficaces et létaux des armes d'un autre. On augmentait souvent l'espacement entre groupes séparés, pour que les balles perdues se dissipent avant d'entrer dans les formations voisines. Les charges de munitions variaient selon le modèle et le bloc. Les B-17G tardifs emportaient plus de 5000 cartouches de calibre 50, réparties entre le nez, les joues, le dessus, les flancs, la boule et la queue. Il fallait garder toute cette puissance de feu vers l'extérieur et hors des appareils amis. C'était une préoccupation constante. L'instruction de tir insistait sur l'identification et sur le jugement. Les équipages étudiaient les silhouettes, les angles d'approche et les repères de reconnaissance, car en combat, une erreur d'identification pouvait être mortelle. Pourtant, les tireurs vivaient avec une règle simple. Si un chasseur pointait son nez vers un bombardier et qu'il était à portée, on tirait. Les pilotes d'escorte le savaient. Ils craignaient le feu des formations qu'ils protégeaient, surtout en passant devant ou en recroisant le flux. Des procédures ont alors évolué. Les chasseurs approchaient par des secteurs reconnus. Ils évitaient de pointer droit sur la formation. Ils annonçaient leur présence par radio. Le jour J, des P-38 reçurent une large couverture au-dessus de l'eau. Leur silhouette à double poutre était facile à reconnaître. On ne les confondait pas, au premier coup d'œil, avec des types allemands. Des dispositifs mécaniques aidaient aussi. Les tourelles motorisées des B-17, B-24 et B-29 avaient des interrupteurs, des cames et des systèmes suiveurs. Ils empêchaient les tireurs de balayer les disques d'hélice, le fuselage ou certaines zones interdites de tir. Les mitrailleuses latérales étaient montées avec des butées de débattement pour éviter de balayer sa propre aile. Pourtant, aucun système n'était parfait. Les interrupteurs de tir ne protégeaient pas le train d'atterrissage sorti, ni les portes de soute ouvertes. Et dans le feu de l'action, les mitrailleurs tiraient parfois sous des angles dangereux. Chez les mitrailleurs latéraux, toucher son propre stabilisateur horizontal était un risque connu, en tirant trop vers l'avant.
ou pendant des manœuvres d'évitement violentes. Le système central de conduite de tir du B-29 ajoutait des verrous de sécurité supplémentaires et des viseurs calculateurs. Pourtant, même là, les commandants restaient prudents face aux tirs fratricides dans un trafic dense. À quelle fréquence le tir ami causait-il vraiment des dégâts? La meilleure image vient de minutieux comptages d'impact sur les avions de retour. À travers des dizaines de milliers de sorties de la 8e Air Force, les analystes notaient l'emplacement, la direction, le calibre et la source probable de chaque impact sur les bombardiers de rentrée. Les chiffres sont sans appel. La DCA au sol représentait de très loin la plus grande part des dégâts, environ 83,7%, dans un large échantillon du début de 1944. Les coups de canon allemands de 20 mm produisaient environ 4,5%. Les mitrailleuses ennemies, environ 2,4%. Le tir ami au calibre 50 représentait autour de 2,0% des dommages totaux des bombardiers. Et les impacts de calibre 50 auto-infligés, environ 1,4%. Encore 3,8% venaient de douilles et de maillons qui tombaient. Parfois, ils bosselaient les revêtements ou fissuraient les vitrages. Environ 1,5% entraient dans la catégorie « autre » ou restaient inconnus. Les rapports ont ajouté une nuance inquiétante. Quand l'opposition ennemie était forte et que les mitrailleurs tiraient sans relâche, jusqu'à 1 sur 5 des impacts de mitrailleuses sur un appareil donné pouvaient être attribués à des tirs auto-infligés ou à du tir ami. Autrement dit, même si le fratricide ne représentait qu'une petite part des dommages globaux, sa proportion parmi les impacts de mitrailleuses montait dans les combats les plus chaotiques. Les pertes des équipages reflètent le même tableau. Une analyse médicale d'après-guerre des équipages rentrés de la 8e Air Force a attribué 86,2% des blessures à la DCA. Environ 6% venaient des mitrailleuses. 9% venaient d'obus de canon de 20 mm et 7,8% de projectiles secondaires. Des éclats de plexiglas, des fragments de cellules, des éclats de verre par balle, des morceaux de matériel électrique et même des munitions de calibre 50 qui s'enflammaient sous la chaleur d'un feu voisin. Les études ne distinguaient pas pour les équipages les impacts de mitrailleuses issus du feu ami ou de l'ennemi. Mais au regard des données sur les cellules des avions, le tir fratricide tournait sans doute autour de quelques pourcents des pertes totales. Le feu auto-infligé endommageait plus souvent un avion qu'il ne blessait un membre d'équipage. Des exceptions existaient quand des tourelles ou des postes latéraux se trouvaient en avant de la ligne de tir. Les commandements opérationnels ajustaient en continu pour réduire le risque. Le 21e Bomber Command a fait basculer, en mars 1945, la campagne des B-29 au-dessus du Japon, du jour en haute altitude, vers des missions incendiaires de nuit à basse altitude. Il a considéré le feu ami comme le danger immédiat majeur. Pour le premier raid incendiaire sur Tokyo, les équipages ont reçu l'ordre de retirer toutes les munitions. Lors des missions suivantes, Nagoya, puis Osaka. Les commandants ont réintroduit peu à peu des munitions à des postes précis, avec une discipline de tir stricte. Mitrailleuses de queue à utiliser seulement si l'on était pris sous le feu. Tourelles inférieures autorisées à engager les projecteurs au sol ou des cibles à plus basse altitude. Jamais d'autres avions. L'objectif était de réduire au minimum le tir fratricide et les collisions dans un ciel encombré au-dessus de villes en flammes. L'expérience de la Royal Air Force offre une perspective proche. Volant surtout de nuit, les bombardiers lourds de la RAF comptaient moins sur des tirs massifs. Ils misaient plutôt sur l'obscurité, le marquage des éclaireurs et la séparation des trajectoires. Leurs tireurs pouvaient engager des chasseurs de nuit. Ils le faisaient. Mais le feu ami entre bombardiers était moins visible que dans les flux diurnes. Le plus grand risque, dans la file noire sans lumière, était la collision.
surtout dans les nuages, ou en convergeant vers les marqueurs de cible. L'USAAF et la RAF publiaient des paliers d'altitude, des tableaux horaires et des procédures strictes pour la radio et les fusées éclairantes, pour éviter que des appareils amis ne se croisent dans les viseurs ou ne se touchent elles contre elles. Au sein des formations américaines, la tactique et l'entraînement insistaient sur la retenue au-delà de la portée efficace. On apprenait aux tireurs à attendre avant d'ouvrir le feu, jusqu'à l'intérieur de 600 yards, à donner la bonne avance plutôt que d'arroser le ciel, à cesser le feu quand des amis croisaient leurs arcs de tir. Des appels radio de commandement, check fire, étaient utilisés quand les escortes plongeaient à travers les cônes de tir. Les instructeurs soulignaient les secteurs de non-tir pour chaque poste. Ils insistaient sur un point. Le passage de bombardement, portes ouvertes et formation calée sur le point de visée était le moment où la discipline comptait le plus. Même des détails comme l'échelonnement et l'empilement dans le combat boxe étaient affinés, pour offrir à chaque poste un champ dégagé vers l'extérieur, avec un chevauchement minimal sur la silhouette d'un autre appareil. Alors, le tir fratricide entre bombardiers. À quel point était-ce courant, rapporté à l'ensemble des dégâts et des pertes, plutôt rares, de l'ordre de quelques pourcents des appareils, selon les données de la 8e Air Force. Pourtant, au moment où les formations étaient le plus sous pression, la part des impacts de mitrailleuses, dus aux tirs amis et aux tirs auto-infligés, pouvait grimper. La plupart des dégâts de mitrailleuses causés par des tirs amis venaient d'autres bombardiers, plutôt que des escortes. Ne serait-ce que parce que les escortes évitaient de pointer vers les combats box et interceptaient le plus souvent les chasseurs ennemis loin de la formation, pour quiconque assure la couverture. La règle tient toujours, ne jamais pointer le nez vers une formation de bombardiers, sauf si vous voulez vous faire tirer dessus. La réalité du combat aérien de masse, le risque se gère, il ne s'élimine pas. Des formations serrées, des dispositifs d'interruption de tir, une formation à l'identification et des procédures radio. Tout cela a fait reculer le tir ami, mais la zone létale d'une balle de calibre 50 ne pardonne pas. Et un ciel encombré multiplie la part de hasard. Les chiffres nous disent que le tir fratricide n'était pas une cause majeure de perte par rapport à la DCA et aux tirs ennemis. Elles nous rappellent aussi que la sécurité de chaque équipage ne tenait pas qu'au courage. Elle tenait à la discipline, à retenir le feu, à surveiller ses arcs, à faire confiance au box et à des milliers de moments non consignés, où un mitrailleur a retiré son doigt de la détente, plutôt que d'ajouter un trou de plus dans l'aile d'un ami.